BFM Business, Intégral Bourse, les indés de la finance. Les indépendants de la finance, chaque après-midi, chaque vendredi après-midi dans Intégral Bourse. Et c'est David Calfon qui est avec nous cette semaine, président d'Amaïca Asset Management. Bonjour David. Bonjour Grégoire. Bon, la Fed, ça reste quand même un gros point, si ce n'est le gros point de focalisation des investisseurs. Avec, alors, on a une fenêtre de prise de parole, là, énormément de membres de la Fed qui se sont exprimés. On attend Janet Yellen évidemment dans quelques heures. Ça fait plusieurs semaines que la patronne de la Fed n'a pas parlé officiellement et publiquement au monde, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on retient d'ailleurs de ce qu'on dit jusqu'à présent les membres de la Fed? Il y a les membres votants, les membres non votants, il y a les membres du board, le conseil des directeurs, des gouverneurs, pardon, et puis il y a les présidents de Fed régionales. Voilà. Comment est-ce qu'on lit tout ça? Alors, ce qui est important de retenir, c'est que le message est très très uniforme. D'habitude, on a les colombes qui sont plutôt prudentes, qui mettent un petit peu de l'eau dans leur vin, qui tempèrent les ardeurs de la Fed. De l'autre côté, on a des faucons qui disent toujours oui, il faut monter les taux. Là, tout le monde est d'accord. Et je crois qu'il y avait urgence en fait pour la Fed. Il y avait urgence pour réaliser un alignement entre les attentes du marché et le plan de marche de la Fed, parce que c'était une question de crédibilité, bien entendu. C'est toujours un peu désagréable lorsqu'on annonce quelque chose de voir que personne ne vous croit, mais c'est également une question de stabilité financière. On sait bien que lorsqu'il y a un écart entre les attentes du marché et ce que fait la Banque centrale, lorsque l'ajustement se produit, s'il se produit trop tard, il est trop violent cet ajustement et il va générer de la volatilité. On se souvient 1984, Volcker, Ben Bernanke beaucoup plus récemment, en 2013, le taper tantrum. Et là, très clairement, ce que veut la Fed, c'est le taper, c'est-à-dire la réduction, mais le taper sans le tantrum. C'est-à-dire elle ne veut pas de crise. Sans la crise de nerfs, quoi. Exactement. Alors c'est une tâche qui est difficile parce qu'il s'agit d'ancrer les anticipations de hausse des taux, alors que la croissance est bonne, mais on n'est pas sur les 3,5% de croissance, il n'y a aucun signe de surchauffe, et il n'y a pas non plus d'inflation. Et il y a quand même, c'est un débat permanent entre le marché et la Fed, et vous avez raison. Le marché semble avoir compris que oui, le processus de hausse de taux va se poursuivre, que la hausse de décembre ne restera pas une hausse isolée, certes, mais derrière, c'est à quel rythme? Alors, ils utilisent souvent l'expression rythme graduel en fonction des données économiques, mais graduel, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le marché, lui, graduel, pour lui, ça veut dire une hausse cette année et une hausse l'an prochain. C'est ce que price le marché aujourd'hui. Oui. Pour la Fed, c'est encore un peu différent. Alors, vous savez qu'à ce rythme-là, il va nous falloir 8 ans pour arriver à 2% d'intérêt. Oui. Non, très clairement, on ne sait pas trop ce que veut dire. Ça veut dire mais quand même que le travail de communication de la Fed, il doit continuer encore. Il n'est pas encore abouti. Tout à fait. Ce travail doit continuer et surtout, ils doivent être appuyés par des chiffres économiques. C'est bien le côté data dependent. Et là, ce que l'on voit, on peut aborder ça sous deux angles différents. On peut regarder la situation américaine en se disant d'un côté on a l'économie, puis de l'autre côté on a l'inflation. Bon, si on regarde du côté de l'économie, ce que l'on voit, c'est que l'économie, on est quand même sur un rythme assez solide. On a vu la révision du premier trimestre. On va finir entre 2,5% de croissance, c'est à peu près le consensus. En tous les cas, on est très loin des discours de début d'année où on nous disait il va y avoir une récession en 2016. Mais là, les signaux envoyés par les statistiques ou les enquêtes qui concernent le deuxième trimestre sont suffisants pour penser qu'on aura très probablement quand même une réaccélération de l'économie américaine sur le deuxième trimestre. Oui, enfin, nous en sommes convaincus chez Amaïca. En tous les cas, il y aura une amélioration nette au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. On peut le voir sur le marché de l'emploi, qui reste toujours extrêmement solide. On a des salaires qui commencent à remonter. On peut le voir sur l'immobilier, l'immobilier résidentiel qui reste solide, mais toujours très loin des niveaux d'avant-crise. Donc on n'est pas dans quelque chose il n'y a pas de surchauffe encore. Et enfin, les dépenses d'investissement, on sait qu'elles ont été un énorme poids sur l'économie américaine parce qu'il y avait ces fameuses dépenses d'investissement dans le secteur pétrolier qui étaient en chute libre. Bon, il y a une limite à tout. Le gros de cette réduction des dépenses d'investissement, elle est plutôt derrière nous. Donc, on va se retrouver avec une croissance de 2 à 2,5%. Et ça, c'est la différence. Est-ce que c'est la différence justement avec le timing de décembre? Souvenons-nous, le 3 décembre, la Fed engage son processus de hausse de taux, donc première hausse de taux, au moment où on a vraiment des doutes et des interrogations sur l'économie américaine. On a observé d'ailleurs l'affaiblissement quand même de la croissance américaine au premier trimestre, même si c'est un peu moins important que prévu. Mais est-ce que là, l'État
contre-courant, et est-ce que là, elle est plutôt dans le sens du vent, enfin dans le sens du cycle en tout cas là? Alors, je pense qu'il va être plus aisé pour la Fed de lever les taux maintenant qu'il ne l'était en décembre. Au mois de décembre. En fait, mois de décembre, c'était pas vraiment le timing idéal pour la Fed. Ils auraient dû le faire plus tôt. Idéalement, ils voulaient le faire en septembre. Malheureusement, ce qui s'est passé sur les marchés émergents et sur les marchés actions en général l'été dernier a complètement freiné et bloqué l'action de la Fed. Donc, décembre, en termes de timing, c'était raté. C'était un peu trop tard. C'était un peu trop tard. Déjà un peu trop tard. Là, maintenant, c'est quoi le prochain bon timing alors là? Le prochain bon timing. Bon, alors tout le monde se demande si le Brexit, le vote sur le référendum en Angleterre, pour savoir si on reste ou non dans la communauté européenne, tout le monde se demande si ça va être un frein pour la Fed. Ouais. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un sujet pour la Fed. C'était écrit noir sur blanc dans les minutes. Il le cite. Dans les minutes. Pour autant, on a eu un membre de la Fed qui est venu intervenir il y a quelques jours en disant oui, en fait, on l'a écrit, mais c'est pas vraiment un problème, ça nous empêchera pas, si ça va bien chez nous, tout va bien. Bon, je pense quand même que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça se jouera vraiment dernière minute. Je pense que Janet Yellen va se laisser toutes les options ouvertes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que 6 juin, il n'y a pas de hausse des taux. En tous les cas, tout le monde s'accorde à dire qu'au plus tard, ça sera au mois de juillet. Donc là-dessus, le marché est maintenant bien préparé. C'est la suite qui va être plus intéressante. Voilà, le rythme et combien de hausses de taux comment est-ce que ça va continuer? Parce que c'est ça. Est-ce que le marché va se mettre à paniquer à nouveau avec un dollar qui se mettrait à nouveau à flamber, et avec tous les risques que ça peut comporter pour d'autres zones dans le monde, les zones émergentes, les zones matières premières, enfin revivre un petit peu ce qu'on a vécu en début d'année là. Est-ce que c'est possible qu'on... Alors c'est le risque. Maintenant le discours il est assez clair. Les membres de la Fed disent 2 à 3 hausses des taux. Bon, celle de juillet, elle est acquise. Qu'il y en ait 1 ou 2 à l'automne et à l'hiver prochain, pourquoi pas? On se retrouverait à quoi? On est à 0,25 actuellement, 0,50, 0,75. Entre 0,75 et 1%, avec une économie qui est à 2, avec une inflation qui est autour de 2, qui va commencer à remonter également, une inflation salariale qui commence également à prendre de l'ampleur et qui ne va pas se calmer tout de suite. Donc, ça serait cohérent. Il n'y aurait pas trop de soucis. En revanche, le risque, effectivement, c'est un peu toujours le même dilemme, le dilemme de normalisation de la politique monétaire. Certains appellent ça l'exit policy dilemma. C'est de savoir est-ce qu'on intervient trop tôt, au risque de tuer la croissance dans l'œuf, ou bien est-ce qu'on préfère se laisser un petit peu de temps et risquer d'avoir une spirale inflationniste. Alors, ce qui est clair, c'est que en ce moment, le risque, effectivement, c'est le dollar. Ouais. On sait bien que la zone de confort, c'est 1,05, 1,15. À l'intérieur de cette zone, il n'y a pas beaucoup de soucis. On a bien vu quand on arrivait à 1,05 on avait un double impact. On avait l'impact des entreprises qui commençaient à dire oui, on a un petit peu de mal à exporter, ça devient plus difficile. Et le deuxième impact, c'était sur les marchés émergents qui sont essentiellement endettés en dollars. Les marchés émergents, c'est 50% du PIB mondial. Et ce sont des partenaires commerciaux extrêmement importants pour les États-Unis. Donc très clairement, ça va avoir un impact et ce rythme de hausse du dollar va être suivi de très près par la Fed et ça ne manquera pas d'avoir une influence sur leurs décisions. Ça va avoir un impact. Il y a les données économiques, elle est data dependent, comme elle nous dit la Fed, mais la vigueur du dollar, là aussi. Enfin, il y a une dépendance aussi à la vigueur du dollar. On va dire que le dollar est une donnée. Voilà, fait partie des données économiques que regarde la Fed. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir été avec nous. David Calfon, président d'Amaika Asset Management.